كندا بتتكلم عربي. جينا مشينا فرحنا وسعدنا انا وياك ويلا هبينا نزولغ بينا نسافر معاك. مصيفين مع MFM. مصيفين مع MFM ونتمنى تكونوا كذلك موانسين مع MFM. إذن من بعد الرياضة رفقة عبد الرافع الخضر والأخت غالية السعيدي، الآن غادي ننتقلوا إلى هبة العيدي والضيف ديالها ماتر فريدريك بيغار اللي كان ديجا شرفنا في الاستوديو ديال MFM وتعرفنا عليه عن قرب. وبطبيعة الحال هو وجه إعلامي معروف ويعني بتدخلات ديالو في وسائل الإعلام المختلفة. اليوم غادي يكلمنا على الكتاب ديالو الجديد La Terre est une poubelle. Alors pourquoi ce titre interpellant, je veux dire, je pense c'est ça le but, c'est de le tirer un peu par les oreilles, hein, c'est ça le but, je pense certainement. Alors on va tout savoir avec Hiba et Maître Bérard. À vous la parole. Bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs de MFM, bonsoir Maître Bérard, qui effectivement, comme vous l'a dit, Abdou se rejoint à nous pour une deuxième fois. Donc là, j'imagine que Maître Bérard, votre arabe commence à s'améliorer. Mon arabe, j'aime pas mentir aux gens. Là. Je pense que là, on est pas mal au point mort. Alors, comme a dit Abdou, nous sommes très très heureux, honorés et de vous recevoir encore une fois pour parler de votre nouveau livre, votre nouveau essai, La Terre est une poubelle en feu. Et effectivement, comme a dit Abdou, c'est un titre qui est assez interpellant. On se demande, mon Dieu, ça parle de quoi? Et on est là pour parler de ça avec vous. Mais avant, comment vous alliez? Comment vous vivez la quarantaine? Donc, dites-nous, comment vous vous occupez ces derniers temps? Merci de me recevoir, hein, premièrement. C'est une deuxième fois, effectivement. Toujours un plaisir de parler à mes amis arabes du Québec. En fait, j'aime pas dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont eu très difficile, mais moi, toute la question du confinement, je me plains pas, en fait, à vrai dire. Ça m'a permis d'aller vivre en région. Ce que je fais habituellement, mais c'est plus difficile quand je dois travailler à Montréal. Mais là, disons que ça a été le prétexte parfait pour écrire, avoir de la paix. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que je fais depuis quoi, maintenant 3 mois, maintenant, un petit peu plus. Donc, je suis dans les bois et j'écris. Ben justement, je comprends, vous dites, je ne me plains pas, juste pour mettre en contexte, les gens qui ne connaissent pas Maître Bérard, qui est un avocat, docteur en droit, politologue, donc vous allez souvent le voir commenter les événements politiques, sociaux à la télévision. Donc je comprends, j'imagine que c'est un temps idéal pour vous de vous ressourcer, de continuer à écrire. Là, avant le live, on parlait justement, tu parlais même de sortir un nouveau livre prochainement bientôt, donc on va vous vraiment inspirer, on est content. Et on veut parler de ce fameux essai qui vient de sortir, donc La Terre est une poubelle en feu. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Pour mettre en contexte les gens de MFM, c'est quoi La Terre est une poubelle en feu? En fait, j'ai vu ça passer par une ex-collègue du journal Métro où je travaille. Elle a utilisé la formule dans une publication Facebook. Je me souviens plus trop pourquoi précisément. Et je me suis dit, quelle image quand même. Et là, je suis allé voir sur le net, Google et compagnie, pour voir si c'était une expression que je connaissais pas. Et j'ai rien trouvé, alors je lui ai écrit. Son nom, c'est Camille Lopez. Je la remercie d'ailleurs dans le bouquin. Et je lui ai dit, écoute, Camille, si ça t'embête pas, je prendrais bien ta terre est une poubelle en feu pour en faire le titre d'un prochain bouquin. Elle a dit, oh, vas-y, c'est à toi. Je trouvais que, évidemment, comme vous avez dit, l'image est forte, est un peu provocatrice. Mais c'est un peu le but, en fait, évidemment, parce que malheureusement, surtout en matière de réchauffement climatique, je trouve qu'on est beaucoup trop pas endormi, beaucoup trop patient, on est beaucoup trop assis dans notre petit confort quotidien. Et donc, l'idée est d'attirer, évidemment, l'attention sur ce qui est en train de se produire. Évidemment, la COVID a relégué au second plan ce qui se passe d'un point de vue climatique, et pas pour le mieux, à mon sens. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'attirer l'attention. Exactement, puis je pense que vous le faites très bien dans tout. Vous savez d'ailleurs, donc on voit des règlements politiques, on voit fin de l'état de droit, donc c'est toujours des titres. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques quand on dit que vous êtes pessimiste? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais avant, j'aimerais bien lire un petit extrait du post-face qu'a fait Salomé, Salomé Corbeau, qui est une actrice québécoise, une écrivaine qui vous qualifie d'un humaniste insolent, un rêveur éveillé et une plume déterminée. Donc,
Moi, je trouve qu'au contraire, on n'est pas pessimiste. Vous dites les vraies choses, comment ils sont. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques que vous êtes un peu trop pessimiste dans vos essais, dans vos livres? Oui, Ben, moi, je suis Hiba, d'accord avec le Oui. Oui. excusez-moi, juste avant de laisser notre cher invité répondre à ta question, est-ce que, Maître Bérard, est-ce que vous pouvez juste descendre un peu la caméra parce qu'on voit votre visage voilà. Ah, comme ça Ah va? bah, c'est nettement meilleur, voilà. Ah, bon, Donc ben, voilà, j'essayais de vous épargner ma excellent. chemise de face, mais là, si vous voulez la voir, Bah, vous êtes très bien comme ça. vous êtes gentil. En fait, là, j'ai l'air là, de ceux qui font des vidéos, l'homme blanc fâché là, qui gueule quand il bouge. Là. Oui, c'est vrai. moi comme ça. Mais c'est la première fois que je fais ça, mais pour les Arabes, il n'y a rien que je ferais pas. Ça, c'est histoire On apprécie. c'est histoire de fâcher encore davantage Justement, les votre Islamophobes ami, qui M. m'écoutent. Laurent Morissette, qui dit t'es confus dans ton char, Bérard. Merci Laurent, autant que dans ta chaise. En fait, non, ben oui, je suis pessimiste, je le cacherai pas. Je pense que d'être réaliste dans ce cas-ci, c'est d'être pessimiste. Parce que les messages d'espoir, je veux bien et peut-être que le livre en est un, en quelque sorte, dans une certaine manière, parce que quand on prend la peine, justement, d'écrire là-dessus, c'est qu'on considère que l'enjeu en vaut encore la peine. C'est ma position, évidemment. Donc voilà, oui, je suis pessimiste, mais il reste encore une fenêtre d'opportunité, là, pardon pour l'anglicisme, si on voulait changer les choses, mais encore faudrait-il agir rapidement. Et de là, évidemment, le titre provocateur du Et justement, parce qu'on parle de la Terre et du pouvez lancer, pour mettre en contexte, nos auditeurs, c'est un livre qui parle justement des changements climatiques, de ce qui se passe, du populisme, la montée du populisme. Vous avez parlé justement de tous ces événements clés qui se passent dans nos sociétés qui font en sorte que la Terre est une poubelle. En fait, on a un de nos auditeurs qui nous demande justement, est-ce que le titre de l'ouvrage est une provocation pour inciter à lire le livre? On a répondu à cette question, mais il a aussi demandé, est-ce que les humains font partie de la fameuse poubelle? Et Ce sont deux très bonnes questions de notre cher ami Badreddine Filali Baba. J'allais les lire. Oui, Et vous effectivement. parlez justement du populisme, vous parlez de François Legault, vous parlez de Justin Trudeau. Est-ce que donc, quand on parle de poubelle en feu, qu'est-ce qui rentre dans la poubelle? Est-ce que les humains aussi? Je sais pas si vous comprenez la question. Ouais, là, je la comprends. En fait, j'ai pas réfléchi à la meilleure réponse. En fait, je pense qu'on fait tous à la fois partie du problème et de la solution, en quelque sorte. Excellent. Si on se trouve dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, ben c'est par notre faute. Hein. Je veux dire, c'est pas un complot d'extraterrestres, là, puis c'est pas la faute de Bill Gates ou des 5G. C'est parce qu'on a déconné sur la question environnementale. Est-ce que le système capitaliste est celui qu'il nous faut pour résoudre cette crise-là? Je commence à en douter très sérieusement. C'est lui, du moins, qui nous a, avec la révolution industrielle, qui nous a balancé dans ce guêpier. On n'a pas pour s'en sortir non plus. Donc, oui, on fait nécessairement partie du problème, mais par définition, quand on fait partie du problème, bien souvent, on fait partie de la solution aussi. Et en parlant de solution, ce que j'aime beaucoup c'est que au début, vous échangez avec votre fille, donc Ève Bérard, vous parlez justement, vous lui avez écrit une lettre en parlant de tout ce qui vous... I was going to say concern, mon Dieu, moi aussi, je suis partie en anglais, mais donc tout ce qui vous... Voilà, donc ce qui vous fait peur, vos inquiétudes face à ce qui se passe, et elle vous répond en fait que non, elle a encore espoir, que notre génération, sa génération à elle, notre génération, c'est celle du changement. Donc, comment vous voyez ça, l'importance, en parlant également du rôle des jeunes dans la situation actuelle? Est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous voyez que les jeunes... Vous êtes également professeur, bien sûr. Moi, je vous ai eu comme professeur, j'en ai eu l'honneur. Qu'est-ce que vous voyez dans les yeux des jeunes? Est-ce que vous voyez un feu pour le changement? Est-ce que vous voyez qu'ils sont un peu désengagés, désintéressés par ce qui se passe? Si je garde d'espoir, si je poursuis cette lutte-là, et puis évidemment, je suis une goutte d'eau dans l'océan, on se comprend bien, mais si je décide de mettre des énergies là-dessus plutôt qu'ailleurs, c'est du fait de l'engagement de ma fille, par exemple, et elle a eu 18 ans, et des jeunes de son âge, ni plus ni moins, parce que par définition, c'est vous qui allez être coincé avec ce problème-là. Je veux dire, je pense l'être aussi. Là, j'ai 43 ans, donc selon l'ONU, dans 25 ans, là, ça va devenir pas mal moins rigolo. Donc, en temps normal, je vais être encore en vie. Mais c'est surtout votre génération qui va avoir à se dépêtrer de tout ça. Et je vois, parce que je marche
avec ma fille dans les manifs, que ce soit celle sur l'environnement, que ce soit celle sur l'antiracisme. Et je la vois avec ses amis du cégep, de l'université, qui sont au courant de ce qui se passe, qui veulent que les choses changent, qu'elles luttent à ce niveau-là. Est-ce que cela dit, la population, de manière générale, est assez engagée? Je ne crois pas. Est-ce que les jeunes dont font partie ma fille sont aussi suffisamment engagés? Malheureusement, je ne crois pas non plus. Ils le sont plus que ma génération, mais est-ce que c'est suffisant à cette heure-ci? Je sais pas, en fait, parce que l'environnement, qu'on se comprenne bien, et c'est ça qui est quand même rigolo, c'est que les gens ont encore peut-être l'espèce de, comment je dirais, de réflexe de mettre ça sur l'axe gauche-droite. Ceux qui critiquent le plus la lutte au réchauffement climatique, souvent ce sont des gens de droite, des libertariens ou autres, alors qu'entre vous et moi, ça ne devrait pas être une lutte gauche-droite. Ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. S'il y a un enjeu qui devrait être réunificateur, qui devrait nous galvaniser tous ensemble, ben c'est bien l'environnement, c'est pas une question de gauche, pas une question de droite. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, en 2020, alors qu'il est minuit moins une seconde, on a encore à convaincre des gens de l'importance de l'enjeu, quand 98-99% des scientifiques sont unanimes là-dessus. Justement, je voulais vous dire que, comme vous dites, c'est pas une question de gauche-droite, mais on avait parlé aussi la dernière fois, c'est une question de recul de la science, un recul de l'importance de la science, c'est devenu du blabla gratuit. Et si on parle même dans toutes sortes de domaines, beaucoup de gens se proclament experts. Tu sais, ça peut être au niveau journalistique, ça peut être dans toutes sortes de domaines. Les gens s'inventent des titres. Puis on a l'impression qu'on n'écoute plus la science, mais on écoute un peu Monsieur, Madame, tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, croyez-vous qu'il y a... Puis je pense que c'est un peu votre mission, si on veut dire, parce que vous êtes là, vous parlez, vous vulgarisez ces événements-là, ces choses-là, pour faire comprendre à la population les vraies choses, d'où ils viennent. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a un sincère recul de la science, malgré que pourtant, en 2020, l'accès à l'éducation est beaucoup plus facile? Qu'est-ce qui fait ce recul? En fait, à titre personnel, moi, je suis pas scientifique, j'ai pas cette prétention-là, j'ai pas ces connaissances-là, c'est pas mon job non plus. La seule chose que j'ai décidé de faire, tant bien que mal, c'est d'essayer de porter, dans la mesure de mes capacités minimes, comment je dirais, les conclusions scientifiques et les porter dans l'espace public, parce que j'ai la chance, le privilège d'avoir des tribunes, que ce soit à la télé, la radio ou ailleurs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui fait en sorte que le message ne passe pas? Parce que comme vous dites, puis vous avez raison, il y a l'éducation en temps normal, ça n'a jamais été aussi sérieux, aussi rigoureux. Moi, je pense que c'est de beaucoup la faute des médias sociaux, comme le disait Umberto Eco. Regardez, juste aujourd'hui, on l'a vu avec la COVID, ce qu'on appelle les complotistes. Ouais, on rit parce que, bon, à un moment donné, probablement que c'est tout ce qui reste à faire, mais franchement, le 5G, Bill Gates, les gouvernements qui voulaient foutre leurs économies respectives en faillite, installer des puces, les 5G, bon, ça, j'ai toujours pas compris, mais c'est rendu grave. Et apparemment... Les gens croient à ça, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tout ça, en fait, ouais. Et puis, il y a une portion très, très impressionnante de notre population, de nos populations, qui, à divers degrés, croient ou appuient ce genre de théorie conspirationniste. Alors, là-dessus, moi, je vois mal comment ça peut se terminer. Hein? Quelqu'un qui appuie, qui croit en ces trucs-là, là, lui faire accepter que l'ONU, de par certains de ses rapports, est elle-même catastrophiste, alarmiste et on doit s'en occuper. Franchement, c'est pas fait. Je comprends tout à fait, puis on en a vu de toutes les couleurs, surtout les gens dont... Moi, je parlais de la famille au Maroc qui croyaient à ça 100%, surtout qu'ils n'ont pas accès à la technologie, des gens plus âgés, donc c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire croire aux gens. Et donc, malheureusement, ça fait en sorte que ça amplifie ces problèmes. On a une question de monsieur, d'abord un commentaire de C.A. Fouad qui dit c'est un très bon sujet. On a une question qui dit pourquoi critiquer l'industrie alors que nous sommes les premiers à profiter de ces produits et nous pouvons nous en passer? L'industrie de? J'imagine. Pharmaceutique? Oui, ou tout ce qui est consommation. En général. En général. Ah, en général? Ah, ben, en fait, tout ce que j'ai dit là-dessus, puis j'ai pas une thèse très développée. Tout ce que j'ai dit, c'est que le capitalisme, avec la révolution industrielle, a provoqué une quête à la ressource, hein, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, habituellement au mois d'août de chaque année, la planète a siphonné
plus de ressources qu'elle n'est capable d'en produire. Donc, si je calcule correctement, là, ça veut dire qu'à peu près à partir du 7-8e mois, on vit environnementalement parlant à crédit, ce qui est quand même énorme, mais ça fait déjà plusieurs années. Donc, est-ce que c'est uniquement la faute du capitalisme? Bien sûr que non. Est-ce qu'on serait capable de s'auto-limiter? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on le fait? Malheureusement pas. Est-ce que les gouvernements prennent leurs responsabilités là-dessus? Je ne crois pas non plus. Et ça fait en sorte donc que, par définition, le jour où il y aura plus de ressources, c'est ça qui va arriver. Et franchement, on est pratiquement rendu là. Je voudrais juste poser une autre question de la part de votre ami, M. Laurent Morissette. Avant de te poser une question, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la loi 61 parce que j'en profite de votre présence justement. Donc, il dit, est-ce que les gens sont conscients que les dérèglements climatiques ont des impacts intersectionnels très graves? Non. C'est ça, hein? Non. Je veux dire, je sais pas, les gens, j'aime pas trop généraliser, mais c'est une portion de la population, oui. Mais de voir à quel point l'environnement est aussi facilement balayé du revers de la main, ça c'est la première étape. Alors de comprendre les ramifications de cet enjeu, comme le dit Laurent, non, je pense pas qu'on est rendu là. Et si je tourne la question de Laurent de Bar en d'autres termes, ce qu'il dit essentiellement, c'est que ceci explique cela. Puis moi je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, on est drôlement pas rendu à cette étape-là, tant qu'à moi, d'un point de vue compréhension, du moins de ce que j'en perçois. Ben oui, je pense que c'est aussi clair si on se base simplement sur les votes. Hein? Donc, déjà, la population qui vote pour la CAQ, en sachant qu'il n'y avait pas de programme environnemental. On pense aux États-Unis que c'est une catastrophe. Donc, donc le président qui critique Greta Thunberg et autres, et j'en passe. Donc, c'est sûr qu'on voit qu'il y a On en passe beaucoup. engagements. On en passe énormément. Donc, moi, j'aimerais bien tout d'abord vous remercier pour la vidéo magnifique que vous avez faite par rapport à la loi 61 parce que vous êtes venu. Non, mais vraiment, parce que même moi, je comprenais pas tout le drame derrière, mais la manière dont vous avez vulgarisé ça a fait un gros boom. Même des gens de partout qui ont partagé la vidéo, je l'ai vu partout. Les gens m'ont écrit « Ah, c'est lui qui t'avait reçu, c'est M. Bérard, ton propre. » Oui, parce que vous avez bien vulgarisé et vous avez fait réveiller, puis il y a eu des changements très rapides par la suite. Donc, merci pour ça. Et vous, donc, qui voyez tout ce qui se passe, votre nouveau livre sort, vous êtes déjà assez pessimiste. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça? Puis je vous avais écrit en ligne, je vous ai dit, on dirait qu'il continue à inspirer votre cours, malgré qu'on est en vacances. Donc, expliquez-nous. La loi 61, la prochaine loi 61. J'ai reçu, comme d'habitude, des petites menaces voilées du gouvernement disant que c'était pas sérieux, que je disais mais bof, en tout cas, les critiques classiques et que mon ton n'invite pas au dialogue. Mais comme j'aurais dit, je veux pas dialoguer avec vous. Il n'y a rien à dialoguer. Je veux dire, vous êtes des démagogues de la pire espèce. Dans ce cas-ci, ce que vous essayez de faire, c'est nous faire croire que vous pouvez amender des lois adoptées par l'Assemblée nationale, par des règlements qui, eux, vont être adoptés par un ministre seul dans son bureau et des lois névralgiques comme la loi sur la qualité de l'environnement. On parlait de la COVID tout à l'heure, le fait que ça reporté encore une fois au calendrier grec la question environnementale, le projet de loi 61, c'est probablement le meilleur exemple. On voulait y aller avec à fond la caisse avec toutes sortes de projets, puis je comprends qu'on veut, d'un point de vue économique, s'occuper de ce qui se passe actuellement, ça je comprends ça, mais c'est pas une raison pour le faire n'importe comment, sans respecter les règles du jeu, sans respecter les règles démocratiques. Le ministre de l'Environnement lui-même se qualifie de promoteur, en fait, il considère les promoteurs comme étant ses clients. C'est-à-dire, on part de loin. Le ministre de l'Environnement qui dit qu'un constructeur machin, c'est son client. Je pense que c'est pas mal. La des projets étaient dans des comtés justement caquistes aussi. Vous avez parlé de l'approche des élections. Donc, c'est sûrement un hasard. Ouais. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça? Est-ce que vous êtes demandé ce que je rêve? Vous êtes avocat, vous êtes docteur en droit, puis dire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un recul au niveau, ou est-ce qu'ils le font exprès? Donc, c'est quoi votre... Est-ce que la population, votre entourage est venu... Ça fait, j'étais content parce que la vidéo a été vue, c'est quelque chose comme 500-600 000 fois, là, ce qui est beaucoup. Puis j'ai fait ça, c'était improvisé. Là, je venais de faire une petite entrevue avec ma fille pour La Terre est une poubelle en feu. Et le métro m'a dit, veux-tu faire un commentaire sur le projet de loi 61? Donc, il n'y avait rien de préparé là-dedans, c'était pas scripté, c'était improvisé, puis ça doit paraître un peu, je l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est pas très bon ni très précis, mais au moins le message est passé. J'ai été surpris de voir
à quel point les... Puis là, c'est là que c'est ironique parce que il y a plusieurs conspirationnistes, Lucie Laurier et compagnie, qui ont partagé cette vidéo-là. Regardez ça, là, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Hein. J'avais le goût de répondre, mais j'ai rien à voir avec vous. Moi, je suis pas conspirationniste. Je vous dis juste que votre loi n'a pas de sens, c'est tout. Ça arrête là, les 5G, je m'en fous. Bon, bref. Mais ce qui m'a... Oui, en fait, ça m'a pas surpris parce qu'il y a une arrogance du pouvoir qui est en train de s'installer, ce qui est classique quand on a des taux d'approbation quasi alignés à 83%, comme c'est ça pour la CAQ. Ce qui est problématique, et puis en plus, il y a un dérapage en matière d'état de droit. Ça fait plusieurs années qu'on observe cette tendance-là. Vous parlez du petit livre La fin de l'état de droit que j'ai écrit en 2014. Il y avait un point d'interrogation dans le titre. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je ne mettrais pas le point d'interrogation. Ceci dit, ce qui m'a rassuré, parce qu'on peut être positif un peu ici et là, c'est de voir justement la réaction des gens qui ont dit au gouvernement, un paquet d'électeurs caquistes qui ont dit non, ça passe pas. On va pas renoncer à la démocratie, ça va trop loin, c'est ridicule. Et ça me fait un bien, mais je vous jure, énorme de voir que ma population est encore, comment je dirais, alerte et capable de s'objecter pour des trucs comme ça qui étaient, tant qu'à moi, c'est une hérésie, le projet de loi 61, s'il était adopté, s'il se plantait dans le mur judiciaire à la première occasion utile, mais que ce soit la population comme telle qui a dit au gouvernement, ça suffit, on ne va pas là. Moi, j'ai trouvé ça absolument rassurant. Maître Bérard, justement, ça rejoint à ce qu'on dit souvent sur nos ondes, à savoir que rien n'est acquis, y compris la démocratie. La démocratie, ça se travaille, ça se nourrit, ça se cultive au quotidien, ça se pratique. Et puis, il faut être, comme vous l'avez très bien dit, rester éveillé, averti, guetter un peu ce qui se passe dans l'Assemblée nationale et dans la sphère politique, parce que effectivement, c'était une loi sur mesure pour un parti politique, pour une échéance électorale, etc. C'était flagrant. Alors vous êtes parmi les gens qui ont justement, comme a dit Hiba, vulgarisé cette information et puis très bien expliqué. Qui n'ont aucun background en droit, mais qui ont très bien compris qu'ils ont... Le message est passé, c'est ce qui était important. Oui. Vous voyez, ce qui est quand même fascinant, par contre, je dois dire, des petites vidéos comme ça doit faire, je sais pas, 3-4 ans que j'en fais peut-être. J'en ai fait des trucs explicatifs là en droit et tout. J'en ai fait je ne sais pas combien sur la loi 21. Ça n'a jamais été... Le message n'est jamais passé de toute évidence. Et là, comme ça, pouf, par magie... Mais avez-vous justement l'impression que ça passe quand on veut que ça passe ou on ferme les yeux quand on a envie de Je ne sais pas, c'est une magie spéciale. Ouais, ben... Parce que la loi 21, ça concerne un certain nombre de personnes, c'est qu'on s'en met pas, mais là... Exact, ouais. Peut-être parce que 21 vise les minorités, c'est peut-être plus facile, puis on s'entend que l'idée de la laïcité, en tout cas, moi je pense que la loi 21, c'est une loi foutoir, c'est discriminatoire et tout, mais l'idée de la laïcité, oui. J'aimerais juste, c'est une coïncidence que vous soyez avec nous ce soir, alors que tout à l'heure, j'ai fait une capture d'image d'une publication du gouvernement Legault, donc le ministère de la Santé et ses services sociaux, et des services sociaux, qui dit en arabe, un post en arabe, qui demande aux gens de se couvrir le visage dans les lieux publics. Alors, depuis votre passage à maintenant, donc il y a quelque chose qui s'est passé là. Ben, je ne prétends pas avoir cette influence-là. Dommage, j'aimerais bien l'avoir, mais je pense que j'ai rien à voir là-dedans. Ben, elle est affichée, mais en tout cas... Non, mais on sait très bien que le contexte est vraiment exceptionnel, mais c'est juste un peu la tournure des choses, Avant, il y a quelques mois, le gouvernement était ferme, pas de voile, on se voile pas la face dans les lieux publics ou dans les administrations. Et puis là, voilà, on le demande, on supplie même les gens de se couvrir le visage dans les lieux publics. Mais faut pas... En tout cas, je rentre pas là-dedans, c'est trop ironique. Abdou, est-ce que tu veux lire les commentaires? On en a quelques-uns, donc rapidement. Oui, bien sûr. Alors, c'est Badreddine qui pose une question. Alors, excusez-moi. Voilà, juste... alors, est-ce que la démocratie moderne n'est pas la source de nos problèmes car elle élite
il élit des gens dont le seul objectif est de se faire réélire au lieu de résoudre les problèmes à long terme. Ça, c'est la question de C. Badreddine. Et puis Dalila Yacoubi qui dit malheureusement les gens, et je parle de monsieur tout le monde, et j'en fais partie, tant que on est loin, tant que c'est loin pour eux, ça n'arrive qu'aux autres, et donc très peu sensibles aux questions de l'environnement, et ceci en commençant par les grosses entreprises. Ouais, deux questions. La première, je suis assez d'accord. En fait, je vais commencer par la deuxième sur la question environnementale. Effectivement, c'est ça le problème, hein. C'est que tout ceci est abstrait quand même, que les scientifiques nous disent que dans quelques années, on va atteindre le point de bascule, et par définition, quand on atteint le point de bascule, après, c'est fini. On ne le croit pas parce que on essaie de se réconforter, on a nos petites vies confortables. Pour la plupart, on tient à garder ses privilèges. Regardez par exemple la COVID, quand elle nous a frappé de plein fouet, ça s'est fait en claquant des doigts, ou à peu près. Et on a pris les mesures qu'on a pu, comment je dirais, avec un succès peut-être mitigé, mais quand même, c'était facile pour la population en partie, je parle de manière générale, de respecter les consignes, sachant que, oui, OK, là, je sais quelle est la COVID, je sais quel est le problème, voici. Alors qu'en matière environnementale, non. Donc, je suis d'accord avec le commentaire en question, ça demeure trop abstrait, puis c'est dommage, parce que si on était capable de prévoir, évidemment, on s'éviterait toute cette espèce de bordel-là. Il faut pas oublier que dans l'Arctique, notamment, il y a des glaciers actuellement qui, selon les scientifiques, comportent environ 200 000 virus. Ça ne veut pas dire que ces virus-là sont nécessairement mortels, ça veut dire qu'ils sont nécessairement problématiques non plus, mais ce sont souvent des virus pour lesquels l'humain n'est pas prêt à affronter d'une manière ou de l'autre. Donc, le jour où ces glaciers-là fondent, là, ce qui vient d'arriver va fort probablement survenir de nouveau. Pour le premier commentaire que vous avez lu, c'est en rapport à la démocratie, c'est-à-dire est-ce que c'est pas un problème dans le sens qu'on est des gens qui cherchent le pouvoir. Vous voyez, madame ou monsieur, là, je ne sais pas. Monsieur Badreddine. C'est monsieur, ouais. Je vais vous dire un truc. J'ai beaucoup de difficultés à attaquer les fondements même de la démocratie parce que je connais pas de meilleur système. Mais il y a une chose, comme la boutade de Churchill, le classique. Mais il y a une chose que je dois vous admettre, c'est qu'en matière environnementale, malheureusement, je suis assez d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que les politiciens, nos dirigeants, savent bien qu'on ne peut pas gagner une élection sur la base environnementale, savent qu'il n'y a rien à faire avec ça. La preuve, la CAQ a été élue à 75, maintenant 76 députés, sans même avoir le mot environnement dans son programme. Donc, ça nous donne une idée. Et si on va plus loin que ça, c'est qu'ils se disent, d'après moi, que tant que la population embarque pas, on s'en fout. On va lui parler d'économie, on va parler de ce qu'on voudra, et puis elle va le gober, et puis ça finit là. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que ça vienne de la population elle-même. Le jour où nous allons demander des comptes, exiger des comptes de nos dirigeants d'un point de vue environnemental, disant « Je vais voter pour vous si vous vous engagez à agir de manière environnementale, puis une fois élu, vous avez intérêt à réaliser vos promesses », là, la game va changer, passez-moi l'expression. Actuellement, Justin Trudeau s'est fait passer pour quelqu'un de vert, mais il achète des pipelines avec les fonds publics. Bon, tout ce qu'il fait de vert, à peu près, c'est interdire les pailles en plastique. Je pense qu'il en manque quand même un peu. Donc, tout ça pour dire que s'il y avait une élection demain matin, je pense pas que les gens voteraient contre Justin Trudeau sur le fait qu'ils n'ont pas tenu sa promesse d'un point de vue environnemental. Mais justement, parce que puis tout à l'heure, on parlait des médias, on parlait de la vulgarisation des choses. Moi, je pense que quand un média prend une certaine partie de base, on voit clairement qu'un média prend parti. C'est très difficile pour les gens de... Alors, j'aimerais parler d'un petit projet que vous avez fait, je pense, avec un de votre ami. Je ne me rappelle plus le nom, mais vous avez décidé de partir des vidéos. Ça, j'aime ça. Je trouve que c'est neutre, c'est parfait. Donc, parlez-nous de ça. Je trouve ça intéressant. Ça nous permet de voir dans vos yeux à vous comment les choses fonctionnent. Mais au moins, on sait que ça vient de vous. C'est neutre, puis ça va toucher encore plus la population. C'est gentil. Je dois vous dire que j'ai presque plus de piles. Alors, si jamais je disparais de votre écran, je vous salue bien bas, tous et chacun, incluant vos auditeurs. En fait, oui, c'est mon ami André Aumier qui est recyclé maintenant dans la réalisation d'audiovisuel, de clips. C'est quelqu'un qui est très politique et donc on a décidé d'adjoindre nos forces communes pour
pour réaliser des petites vidéos comme par exemple sur le racisme et des choses comme ça. Il y a Camille Savard aussi qui travaille avec nous comme recherchiste pour avoir des trucs un peu plus soutenus. Il y a une prochaine vidéo qui s'en vient qui va comparer Oscar Peterson à Lionel Gros. Les gens pourront voter. Donc, c'est des petits trucs informatifs qui me permettent aussi de faire ce que je faisais au métro, des clubs de lecture, des suggestions de livres, donc, et peut-être des entrevues aussi. Donc, on verra jusqu'où ça nous mène. Mais on a éventuellement peut-être l'idée de faire des documentaires un peu plus soutenus, un peu plus sérieux, dont un documentaire sur Albert Camus impliquant évidemment une visite en Algérie qui était due au mois de mai avant qu'un certain COVID vienne foutre le bordel dans nos plans. Ah, c'est magnifique. Mais je pense, vous voyez, encore une fois, ça c'est le point qu'il faut rester informé, il faut rester engagé, il faut participer dans les marches, tout ce qui concerne la population, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire une réelle différence. Et vous êtes bonne là-dedans. Pardon? Vous êtes bonne là-dedans. Vous faites une bonne différence. Je le sais, je le vois. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Est-ce que les électeurs, je sais que votre téléphone va s'éteindre, on va juste pareil. Est-ce que les électeurs eux-mêmes ne se disent pas après moi le déluge? J'ai pas trop compris. Ouais, oui, en quelque sorte, parce qu'on pense à... J'ai des amis, moi, de 60, 65 ans qui lancent à la blague l'environnement, de toute façon, je m'en fous, je vais être mort. Mais évidemment, ils sont pas sérieux. Mais ça revient un peu à ça. Tant qu'on se dit que ça nous touchera pas directement, ça va. Et puis, pour revenir au point sur les dirigeants de tout à l'heure, il y a une question qui était posée là-dessus, en matière environnementale. Je me dis, OK, tu penses pas gagner tes élections avec ça, peut-être. Mais quel est l'héritage que tu vas laisser pour tes propres enfants? Quand tes enfants, dans 10, 15, 20 ans, vont dire, papa, c'était toi qui étais le chef de cabinet à l'environnement. Papa, c'était toi qui étais premier ministre. Papa, c'était toi qui... C'est pas juste ça, c'est le message que tu leur donnes. Parce que voilà. On ne veut pas beaucoup des parents. Moi, si mes parents ne parleraient pas de ça, oui, je serais quand même intéressée, mais c'est pas à ce niveau-là. Donc, vous aussi, vous faites la même chose. Donc, ça vient de la maison. Ça, je comprends pas. Tu vas leur dire quoi dans quelques années? Tu vas dire, l'important pour papa, c'est de gagner les élections avec... des promoteurs de condos qui étaient nos clients, c'est ça que tu vas dire? Alors, Bérard, chacun a sa conscience, mais moi, je ne serais pas capable. Exact. Marthe Bérard, il y a deux petites choses pour finir. Donc, revenir un peu au titre de notre poste pour annoncer votre entrevue aujourd'hui avec nous. Alors, ce livre-là, donc, La Terre est une poubelle, est-ce que c'est un cri d'espoir ou de désespoir? Est-ce que c'est un cri de désespoir? Oui, c'est un cri de désespoir. D'espoir ou de désespoir? Les deux, à vrai dire. C'est ça. Parce que, d'après moi, ça va ensemble. Quand vous criez en désespoir de cause, c'est que, à quelque part, vous croyez encore un brin qu'il peut y avoir espoir. Excellent. Alors, La Terre est une poubelle, c'est votre nouveau livre. Où est-ce qu'on peut se le procurer? J'ai oublié le petit parti en feu. Donc, La Terre est une poubelle en feu qui fait également allusion au changement climatique notamment. Donc, La Terre est une poubelle en feu. Vous pouvez le procurer dans toutes les librairies du Québec. C'est super intéressant, c'est frais. C'est très bien vulgarisé également pour monsieur, madame, tout le monde, tout en vous parlant des vraies choses. Donc, je vous invite à aller vous le procurer. C'est des très beaux sujets de discussion aussi autour d'une table parce que c'est... Puis, ça nous donne du contenu soutenu. Donc, comme ça, on peut backer nos petites opinions. Alors, merci beaucoup, Maître Bérard, encore une fois. Merci à vous deux. Vous êtes adorables. Bonsoir à tous les auditeurs et puis bon succès, bonne continuité. Merci, bonne soirée. Merci. Allez, à bientôt. Bye bye. Alors, vous, est-ce qu'on se retrouve après la pause? Oui, tout à fait, oui.